Developer, industrial biotechnologist, durable. regarding my education, and I decided Et on regarde, j'ai décidé, en fait, il y a de cela plus de 10 ans, better that I start sharing my screen. permettez-moi de partager mon écran d'abord, I don't d'accord? know if you can see Voilà. the first slide. Je ne sais pas si vous voyez la première diapositive. Um, Please, Victor, let me know if I'm sharing now. Est-ce Can you Victor? see the screen? C'est bon? Oui, Okay. c'est bon, So, merci. I was saying that Donc, je disais que yes, over 15 years ago, il y a de I cela decided 15 ans, to j'ai enter décidé de quitter les laboratoires to share my knowledge pour partager ma combined in connaissance different fields, but dans les différents domaines, sustainable surtout solutions. par rapport aux This was solutions a durables. beautiful journey because Ceci était un très because beau of the voyage, hein, parce qu'à ce moment, j'ai donc eu la possibilité de non-profit travailler organization pour les organisations à but mostly lucratif et in non Asia lucratif, and surtout en Asie, en Africa, Europe et and en Afrique, be able et to également provide d'être à easy même manipulating de AI proposer des using solutions pour aerobic, anaerobic conditions, dans les conditions for aérobiques, example, anaérobiques, également pour la diseases gestion des micro-organismes, et comme nous to verrons par obtain la suite des insectes, valuable goods. pour obtenir des produits de valeur, When you want to hate it, you call it waste. donc But à partir des these déchets. products were Mais en fin de compte, very les produits recommended sont très intéressants, les I've engrais, been also very les aliments well pour animaux. experienced J'ai in également été monteur pour le Land in Accelerator. Finland L'année dernière, as également expert, founder conseiller expert pour different EIT Food Finland, so on. analyste technique également. J'ai So I was travaillé with dans plusieurs cas, this fancy cow plusieurs contextes. Alors, j'aimerais commencer par cette vache plutôt joyeuse farts, et and qui I dit think manger plus this c'est might sound insectes et moins de viande. a selfish Cela observation, pourrait sembler être une but remarque égoïste hein, venant de cette this vache, contains mais il y a véritablement later un peu why plus dans ce message eating more et nous farts dirons might be pourquoi beneficial for manger plus d'insectes serait bénéfique pour tous. we can see Ici, nous pouvons voir que la terre for the production occupée of 1 kg pour la of meat. production So, d'1 kilogramme de the difference is viande. quite substantial La if you différence est claire si vous voulez what is comparer. coming out from Si vous voulez comparer en fait ce and qui vient de l'occupation de la terre et non, et pas seulement des but criquets. the difference it doesn't stay only La in the land. différence ne se In the land limite pas seulement à la we terre also occupée. understand the efficiency of Nous this voulons également comprendre l'efficacité hein, du bétail feed conversions en termes de la conversion des aliments, required and également ce qu'il faut en termes de main-d'œuvre. by these livestock and the Donc, nous emissions pouvons voir qu'il y a des the émissions pollution en termes de CO2 et également la pollution générée and here we par tout go. cela. This is a Et graphic nous of voici un aperçu use of général our planet. de l'utilisation des And terres au niveau de la we planète. believe in the sustainability Ici, c'est le long d'accélérateur et nous croyons en la out of our planet. pérennité. Nous voulons tirer meilleure partie de notre Opportunities that are available terre grâce aux meilleures can pratiques reinforce disponibles aujourd'hui qui entrepreneurial pourraient activity of many people. renforcer But it's les activités important entrepreneuriales de plusieurs d'entre vous. we all Il est important de comprendre, agree oui, nous voulons tous appuyer what is des the projets land reliés à la terre, mais quelle est la terre que nous avons we have à today. notre And disposition? here we come Et alors ici, donc, nous avons 29% of the surface of our de la planet surface de occupied by notre humans. planète est occupée par la Maybe terre. a lot as
Alors c'est plutôt peu, hein, comparativement à ce que plusieurs pourraient croire. Et seulement 71% de cela est terre habitable et 10% est utilisé pour l'agriculture et une autre partie pour la forêt. Et si vous voyez, en fait, 50% est utilisé pour l'agriculture et 1% est dédié à, à l'eau fraîche. Imaginez un instant. Nous avons juste 1% de la terre dédiée à l'eau fraîche. Voilà pourquoi nous devons la préserver. Donc, dans les années à venir, l'eau fraîche deviendra l'or bleu, hein, comme nous l'appelons déjà. Mais retournons un peu à la terre. Donc, que se passe-t-il dans les 71% de terres habitables, dont les 50% sont dédiés à l'agriculture? 77% c'est pour le bétail, la viande et le lait, et 20% est dédié aux plantes. Cependant, ce qui en ressort est que le pourcentage de calories et de protéines que nous avons au total ne nous viennent pas de toute cette terre occupée, mais plutôt des 23% alloués aux plantes. Alors, dans certains cas, pour se nourrir est une nécessité, c'est-à-dire vous devez ajouter des nutriments. Aujourd'hui, heureusement, nous nous alimentons par plaisir pour avoir cette quantité de calories ou de protéines et avoir également des aliments de bon goût. Mais c'est de voir un peu euh, la nécessité de réduire la terre occupée, en fait, parce que nous pouvons voir comment cette terre-là est utilisée. Et ici, vous voyez les céréales allouées aux aliments, également aux aliments des animaux, etc. Donc, à travers les années, généralement, ces données ne sont jamais mises à jour, mais parfois, il pourrait vous arriver de suivre la tendance. Donc, peut-être pendant les 50 dernières années, environ 50% des céréales ont été utilisées pour la consommation humaine, mais l'équivalent, environ de 40%, est utilisé pour les aliments des animaux. Donc, la vache disait, mangeons plus d'insectes. Pour une personne, cette suggestion pourrait avoir un sens en fait. Donc, voici la terre utilisée généralement pour l'agriculture. Ici, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez voir les différentes diètes. Vous pouvez donc savoir quel pourrait être le pourcentage de terre occupée pendant les années précédentes en regardant la diète globale. C'est intéressant de voir une fois de plus comment les plantes ont juste une petite portion de terre allouée. Et puis, vous avez le pâturage qui occupe un peu plus de portions. Et nous migrons de plusieurs milliards, c'est-à-dire 4,13 milliards d'hectares, à juste 1 milliard d'hectares si nous étions tous végétariens. Et ce que j'aimerais souligner ici, je ne suis pas végétarien et je n'invite pas tout le monde à devenir végétarien, mais ces données devraient normalement présenter d'une certaine façon quelle est la situation actuelle, comment les problèmes reliés à l'alimentation, savoir comment nourrir le monde, comment ces problèmes pourraient être résolus. Et pour ma part,
Il ne s'agit pas de 1,3 milliard d'hectares que nous donnions au bétail qui peuvent nous aider à avoir ce qu'il faudrait, mais bien au contraire, les 500 millions d'hectares dédiés à, à l'alimentation des animaux, dont nous occupons une surface immense juste pour l'alimentation des animaux. Et on considérera également la quantité d'eau qu'il faudrait. Nous avons dit que l'eau est l'or du futur. Également la main-d'œuvre nécessaire. Le coût, il y a des coûts qui sont liés à cela, aux antibiotiques, aux pesticides, aux investissements en termes d'équipement et ainsi de suite. Donc, nous devons considérer que ceci est une activité qui génère beaucoup d'émissions. Alors, ce sont des données plutôt impressionnantes que nous devons garder à l'esprit. Alors, à présent, nous allons voir ces 538 millions d'hectares d'aliments dédiés à l'alimentation animale. Voilà comment cela est représenté ici sur cette carte. Comme nous voyons les pays en couleur légère. Je travaille. Donc, nous pouvons voir les différentes couleurs bleues, légèrement vertes, etc. Cela représente les pays des moins efficaces aux plus efficaces en termes de céréales allouées à la consommation humaine. C'est intéressant de voir que jusqu'en 2017, les céréales consommées à travers le monde étaient très différentes. Donc, regardez par exemple aux États-Unis, à l'Australie, comment, c'est-à-dire par ceci, cela semble 10% ou 20% des céréales qui sont dans ces pays sont allouées à la consommation de l'eau. Et une personne pourrait donc se poser la question à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout ceci est en train d'être détruit? Donc, voici le focus sur l'Afrique. Heureusement, l'Afrique est si efficace que dans la plupart des pays, nous pouvons avoir un pourcentage de croissance. Nous pouvons voir qu'au moins 80% en Afrique et ceci est très important parce que cela signifierait donc que le fait d'avoir ces activités agricoles, à la fin, cela arrive directement à la table. Mais quelles sont donc les tendances? Malheureusement, il semble que l'Afrique suit tout simplement le reste du monde. Les tendances montrent clairement une réduction en efficacité des céréales allouées de 99% au 66% dans des délais qui ne sont pas très larges. Alors, cela signifie que les choses changent très rapidement. Peut-être dans 20 ans, si ces tendances ne sont pas ajustées, l'Afrique pourrait ressembler au reste du monde. Alors, nous pourrions définir l'Afrique un jour inefficace en allocation des céréales comparativement au reste du monde. Nourrir le monde, nous parlons de la terre occupée, nous parlons des céréales et d'autres plantes
qui ne sont pas alloués à la consommation humaine, mais ce qui est produit, et où est-ce que tout ceci part? Donc, essayons de voir quelle est la production de soja. Le soja est considéré comme être la meilleure source protéinée pour les animaux et elle est produite en quantité importante dans plusieurs pays à travers le monde. Nous pouvons le voir aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Inde, en Chine. Ils produisent une quantité considérable de soja qui est typiquement au-dessus de 100 millions, comme au Brésil, 150 millions. Et pendant les années récentes, en Argentine aussi, cela a augmenté la production de soja. Mais comme certains d'entre vous le savez, ceci a un coût. Les Brésiliens ils se battent pour l'extension de la culture du soja parce que pour chaque hectare de soja cultivé, il y a une réduction de la forêt amazonienne sans parler de l'usage possible d'autres produits chimiques qui polluent la terre. Et les citoyens, et la pollution, c'est pas bon pour les communautés environnantes. Et ce soja, bien sûr, devrait être planté quelque part. Et ces produits chimiques et ces pesticides ne resteront pas localisés à ce niveau-là. Alors, ce que cette diapositive ne montre pas, ce sont les normes adoptées par ces grandes superpuissances, ces grandes nations, parce que peu importe le fait que la Chine, l'Inde et les États-Unis ont une bonne production de soja, ils n'aiment pas exporter. Ils avaient compris que le soja signifie l'alimentation animale et avoir l'alimentation animale signifie avoir du bétail et avoir également leurs aliments. Ils considèrent cela comme un atout national. Mais observons une petite pause ici après toutes ces considérations. Et je pense que maintenant nous pouvons reconsidérer cette carte mondiale parce que l'agriculture est dans l'intérêt de tous, du nord au sud. Alors, si tout le monde est intéressé par l'agriculture et généralement parlant, les protéines sont les meilleures pour le bétail. Nous avons juste quelques pays qui sont ouverts aux exportations. Et ceci crée un problème. Lorsque un atout se retrouve entre les mains de quelques producteurs, ce n'est pas une bonne chose. Le marketing de cette façon peut être contrôlé. Et si vous avez un partenariat commercial avec ce pays, alors éventuellement, vous pouvez avoir des faveurs, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez devenir le dernier. Et quand ces pays ne sont pas, il pourrait y avoir des difficultés. Il y a un autre point également à avoir à l'esprit. De nos jours, il y a le changement climatique également qui peut créer un impact sur la production. Si l'agriculture globale est reliée à la production du soja, cela signifie que comme pendant la dernière saison en Argentine, il y a une réduction dans la production et je crois de 10%. Soudainement, le coût du soja grimpe. Et vous pouvez voir un cultivateur qui a des difficultés
à nourrir son bétail. Voici notre diapositive qui montre clairement que tout le soja, que ce bleu foncé que vous voyez, c'était 150 millions de tonnes dans certains pays. Tout cela est alloué à l'alimentation animale. Bien sûr, il y a les biofuels, mais véritablement en proportion négligeable en comparant la ligne verte avec... donc, vous pouvez voir la consommation humaine directe en ligne bleue au bas et alimentation animale, ligne rouge. Donc, il y a des personnes qui, à travers le monde, n'arrivent pas à s'alimenter, n'ont pas accès aux aliments. Après, il y a le marché qui dit un conteneur peut coûter $2 000, $5 000. Mais une fois de plus, il ne s'agit pas d'utiliser $1 de plus. Ceci détermine la faisabilité pour un cultivateur. Ils ont un bétail dont ils s'occupent sous un contrat particulier. Donc, et en fin de compte, ils n'arrivent pas à voir la production ou les intérêts à cause des inattendus, parce qu'ils n'ont pas eu à avoir accès aux aliments pour animaux et tout ça. Je lisais les nouvelles, il y a de cela quelques mois, 20% de cultivateurs ont décidé de réduire les animaux à cause du coût de l'alimentation animale. Sur cette diapositive ici, vous ne voyez pas une situation qui est meilleure parce que si avant, nous considérions juste combien il serait injuste d'appliquer l'utilisation de l'eau, des produits chimiques et ainsi de suite à une terre qui pourrait ne pas être utilisée pour d'autres activités ou dans certains cas qui n'est pas aussi vital qu'auparavant. Et lorsqu'elle est sujette à des activités intensives, elle pollue également la nature. Ça, c'était avant les considérations sur combien ce phénomène est important. Mais voilà le scénario de demain. Alors, si c'était le passé, nous allons voir ce que dit l'avenir. L'avenir dit que l'insécurité alimentaire et le changement climatique pour certains côtés de la planète frappe la population parce qu'il y a un pourcentage de la population qui est mal nourrie. Et vous pouvez voir les chiffres. Pour le plus grand chiffre, c'est de 35 à 70%. Dans certaines parties de notre planète, si les choses ne changent pas, si les bonnes stratégies ne sont pas considérées et mises en œuvre au bon moment, on peut véritablement voir des scénarios parce qu'il y a le pourcentage de la population qui est mal nourrie à la fin et il y a l'index de vulnérabilité climatique également. Donc, vous pouvez voir cela où les pays où il y a les pays plus rouges là, c'est le cas dans ces pays-là et ceux-là, un bon pourcentage de la population est mal nourrie. Et quel est le continent qui en souffre le plus? C'est l'Afrique, tel que vous pouvez le constater, l'Afrique et l'Asie.
Donc, Okay, what might be the reason? d'accord. Certain point you might Qu'est-ce qui explique donc tout cela? Vous pouvez également vous poser la question de savoir quelles seraient donc les raisons. La température, la sécheresse, les inondations, les changements, les glaciers qui fondent, donc beaucoup de précipitations. Donc, il y a plusieurs paramètres en fait qui ont été en fait des facteurs qui ont favorisé tout ceci. J'espère qu'ils ne sont pas précis, bien qu'ils et que les choses s'amélioreront. Alors, voici une information que nous avons eue, que l'OMS dit qu'après chaque décennie, une planète plus chaude va réduire la quantité de nourriture que nous serons à même de produire sur le globe à près de 2%. Et si cela ne semble pas être important pour vous, cela signifie que dans les 10 prochaines années, nous perdrons près de 4 440 000 tonnes métriques d'aliments. Une tonne pèse près de 2200 livres. Et voilà comment le problème va évoluer pendant que le monde se réchauffe. Premièrement, les insectes pour animaux et les pathogènes vont se répandre dans les zones plus chaudes, dans les zones plus sèches, où il n'y avait pas eu de problème auparavant. Le problème va être plus grave en Afrique et en Asie du Sud, où la plus grande partie des aliments sont produits. Donc, un instant, s'il vous plaît. Donc, les rendements globaux de maïs, de blé, de mil réduiront de près de 10% en 2050. Donc, il y a une réduction de 10% en termes des céréales maintenant. Et tel que la quantité de nourriture que nous produisons réduit, alors la demande va augmenter. La population va demander plus, la demande sera plus importante et grimpera jusqu'à près de 14%. Et dans ce scénario, le prix du riz et du maïs va doubler. Le manque de bonne alimentation va faire un impact grave sur les enfants et empêchant leur développement. La malnutrition va grimper également à 3,6 millions d'enfants à travers le monde et cela va perturber la croissance de 3,9 millions d'enfants à travers le globe selon l'OMS. Ceci n'est pas un scénario apocalyptique, hein. Ce sont les projections des experts pour ce qui est du progrès du changement climatique. Donc, si il n'y a pas d'ajustement pour ce qui est du changement climatique, nous sommes rendus compte qu'il y a, en fait, je n'ai pas le titre, je ne sais pas si je dis quelle mauvaise utilisation des terres que nous avons à notre disposition, mais nous pouvons voir que pour ce qui est de nos aliments, ils sont en fait, cela ne suffit pas pour nos animaux déjà. Vous voyez même sur la deuxième diapositive, vous avez vu la vache. Il ne s'agit pas seulement de la proportion de la terre occupée, mais également du taux de conversion. Alors éventuellement, vous donnez à une vache 10 kilogrammes en aliments pour récupérer cela en protéines. Mais imaginez comment pouvez-vous alimenter avec 10 kilogrammes peut-être de soja, par exemple, ou autre. Comme nous aimons la viande, j'aime la viande, je n'aimerais pas être obligée à devenir végétarien demain. Mais d'autre part, je vois ce scénario et je comprends bien que quelque chose doit changer. Alors, d'où viendrait ce changement?
Il pourrait venir de ces 500 millions d'hectares que nous avons vus consacrés à l'alimentation animale, parce que cela pourrait être dédicacé à la production des céréales, de soja et d'aliments. Et la question est celle de savoir comment est-ce que nous produisons cette alimentation animale, comment produisons-nous les protéines, les autres nutriments qui sont indispensables pour les activités du bétail. Et la réponse peut venir, elle n'est pas très loin, elle est juste près de vous, dans tout pays, dans toute ville, dans les zones rurales. La réponse, nous pouvons l'avoir grâce aux matières organiques qui, que nous n'avons pas bien géré à la fin de cycle. Il y a également l'engrais. Lorsque nous parlons de l'alimentation animale, il y a également l'engrais, vous voyez, et pour les aliments, des animaux, que ce soit par exemple de la transformation des aliments. Il y a un mot lié à tout ceci. Nous savons, nous parlons des pêcheurs aller et pêcher, mais malheureusement, ce qu'ils arrivent à avoir, quelles que soient les modalités qu'ils utilisent pendant la pêche, ce n'est pas toujours ce qu'ils aimeraient avoir. Ce n'est pas nécessairement ce que demande le marché. Et dans certains cas, imaginez 70% de ce qui est suscité comme produit dérivé parfois pour un poisson qui ne peut pas être commercialisé est un poisson qui n'a pas d'intérêt commercial. Alors imaginez un poisson qui est gaspillé parce que vous ne le voulez pas, parce que la loi ne permettrait pas de vendre ce genre de poisson. Donc, voilà un peu, je peux vous dire, voilà, c'est beaucoup de protéines. Il y a il y a le marché local, il y a le supermarché. Et ici, tout cela n'est pas nécessairement utilisé toujours par les restaurants et autres, ceux qui proposent des aliments pour leurs clients et simplement, même, ce sont les déchets, il y en a qui sont des déchets organiques. Alors, je ne pense pas que nous devons prendre notre hectare de forêt de l'Amazonie pour nourrir nos animaux. Honnêtement parlant, j'aimerais toujours continuer de le faire comme je le faisais auparavant. La solution que nous proposons et qui peut permettre à tout le monde d'avoir des aliments localement disponible grâce à une source qui constitue un problème pour plusieurs parce que nous savons exactement ce qui se passe au niveau des déchets lorsqu'ils ne sont pas très bien traités. Parfois, cela peut incuber des éléments pathogènes hein, et cela pourrait dégager des odeurs. Donc, dans le meilleur des cas, cela nous coûte beaucoup d'argent à cause des déchets. Cela nous coûte à cause de, de la terre qui a été véritablement polluée. Et n'oublions pas que la terre absorbe hein, tout ce qui coule. Et donc, avec l'accumulation des déchets organiques, nous polluons également nos eaux. Et vous savez que l'eau fraîche, c'est une ressource limitée. Donc, nous pouvons voir cet insecte aux ailes bleues. Son nom, c'est Saverio daniopio. Dans la deuxième photo, vous pouvez voir les Black Soldier Fly, mais dans la première, sur la première photo, j'ai dit Blue Wings. Blue Wings, c'est pour dire les ailes bleues, c'est-à-dire la couleur hein, de la pérennité dans des insectes qui ont un cycle de vie très faible. À la gauche, vous avez
en état adulte, hein, quelques jours plus tard. Vous voyez, après que les œufs aient été posés, vous voyez cela, les œufs posés dans la deuxième photo. Vous voyez des milliers et des milliers d'insectes près de la femelle. Et vous voyez également les œufs invisibles, hein. Il libère des larves qui poussent qui se multiplient 2 à 3 fois plus. Alors, dans le cas idéal, ce que vous voyez, ces œufs invisibles sur la deuxième photo deviennent des grandes larves un peu plus grandes. Je ne sais pas comment vous arrivez à le voir sur votre écran. Sur le desktop, c'est un peu plus grand que normalement. Donc, il peut avoir une dimension d'1 millimètre, hein. Les larves, la troisième photo, sont de 2 centimètres de dimension, où vous pouvez nourrir ces larves, hein, avec les déchets. Ils vont absorber tous les nutriments en très peu de temps. Et cette bactérie, généralement, que nous n'aimons pas, nous nous demandons en fait où vont les déchets qui libèrent, où sont les nutriments que je peux utiliser. Parce que je n'ai pas de miel en fait, donc je dois me nourrir avec quelque chose. Et à la fin du cycle, les larves s'assombrissent un peu plus. Vous voyez à la quatrième photo. Et vous pouvez voir dans un lieu calme, elles se redéveloppent et deviennent encore une mouche. Donc voilà un peu le cycle, hein, en 2 mois. Donc imaginez un peu une adulte femelle elle pond une centaine d'œufs et vous pouvez en peu de temps, vous pouvez avoir une colonie, hein, d'agents qui travaillent à votre service pour réduire les déchets et contrôler les émissions. Et également générer une meilleure source de protéines disponible pour vous juste en l'espace de quelques jours. Alors, à ce moment, vous n'avez plus besoin de soja. Donc, d'autre part, lorsque cela vient à un prix abordable et vous avez ces produits à un prix abordable. Donc, ici, ceci a été fait il y a de cela 4 ans. Le marché du Black Soldier Fly était à 2,5 milliards, sera à 2,5 milliards d'ici 2030. Ceci parce que les Black Soldier Fly, c'est non seulement pour les protéines, mais également en tant qu'engrais. Et dans l'application de l'alimentation animale, dans l'industrie pharmaceutique, dans la cosmétique, donc cela peut être utilisé pour l'alimentation animale, l'agriculture, la pharmacie et les cosmétiques. Donc cet insecte, les mouches noires, sont un peu partout dans le monde et représentent déjà une très belle activité. Et sont disponibles pour tout le monde, hein. Voici une diapositive que j'aime bien. Je viens de prendre cette photo sur YouTube. Donc, si vous lancez la recherche sur YouTube, donc c'est toujours là. Il y a des points à corriger parce que vous ne produisez pas le compost. Le compost, c'est autre chose. Mais j'aime l'idée, c'est-à-dire dans une diapositive, vous voyez une montagne de déchets. Ça ne semble pas être juste des déchets alimentaires et un jeune entrepreneur
qui commence cette activité et à partir de rien peut produire des engrais, peut produire des biofuels. Donc, parce que plusieurs utilisent l'huile extraite de ces larves hein, pour le biodiesel. Tout simplement, comme la terre et la composition des acides acétiques, de l'acide acétique. Donc, c'est plus facile et cela signifie que la production des biofuels sera plus intéressante pour l'environnement, sera moins agressive en termes de pourcentage. Et voilà ce que nous devrions en principe considérer, puisque nous disons que les biofuels sont très importants en Europe. Nous pourrions avoir des biofuels comme des combustibles, hein, mais en réalité, je ne pense pas que nous avons eu à respecter les normes jusqu'ici, parce que ce n'était pas faisable, ce n'était même pas possible. Donc, si toutes les entreprises en Europe, aux États-Unis, respectaient véritablement le pourcentage qui était requis en termes de présence de biofuels dans les combustibles, il n'y aurait pas assez hein, de biofuels. Donc, voilà. Donc, voici quelques applications. Alors, nous sommes passés d'un scénario où nous avons un vaste espace de terre qui est occupé, où ce que je considère comme l'aliment donné à notre bétail n'est pas efficace. Hein. Ce n'est pas que vous donnez 1 kilogramme de soja et vous arrivez à avoir 1 kilogramme de viande ou bien d'aliments. Lorsque il s'agit du poisson, des poulets, il y a, et même, vous savez, même les lapins également sont très efficaces, plus efficaces que oh, mais ce sont toujours des aliments, je pense. Donc, ceci ce n'est pas périn du tout. En pratique, ceci ne devrait pas exister, surtout en considérant au futur scénario. Alors, nous devons nous préparer aujourd'hui pour mieux gérer les défis de demain. Généralement, les humains ne regardent pas plus loin. Généralement, ils attendent que les problèmes se présentent. Il y a eu le cas de Singapour. J'ai été à Singapour jusqu'à il y a de cela 1 semaine. J'étais là-bas pour 1 semaine. Également parce que je me suis joint à ce grand événement relié aux insectes. C'était un grand séminaire sur les insectes. Ce marché est de plus en plus grandissant. Et également en termes de chiffres, hein, les chiffres sont très importants. Le cas de Singapour, ici, il est clair que le Singapour est un pays moderne, fantastique, très bien organisé. Singapour importait 99% des aliments au moment de la pandémie, malgré toute la richesse que cette population a, il n'avait pas d'aliments. Ce n'était pas une très grande urgence. C'était plutôt oui, une préoccupation pour plusieurs jours et mois, mais ils ont trouvé le moyen de s'adapter. Donc, nous sommes très développés, vous savez, dans les pays. Et donc, ceci ne devrait plus jamais arriver. Et c'est ce qui s'était dit. Et vous savez, maintenant, Singapour a lancé
ce plan très ambitieux d'avoir 30% de production interne d'aliments d'ici 2030. Ils sont un petit pays, ils sont visionnaires, ils ont les ressources nécessaires, ils sont des personnes que lorsqu'ils décident de faire quelque chose, la plupart du temps, ils le font et ils le font bien. Mais imaginez qu'ils devaient passer par une situation, nous pouvons l'appeler des difficultés. Donc, ils n'avaient pas, ils ont été en manque pendant des semaines. Donc, généralement, nous, les humains, ont tendance à sous-estimer les difficultés de l'avenir dans ce scénario avec le changement clinique qui ne cesse de frapper l'Afrique et l'Asie, avec le problème de pérennité dans la culture du soja ou bien de l'occupation des terres. Ce n'est pas que la production ne peut pas être augmentée, mais c'est déjà comme exploiter ces terres au maximum, empêcher la biodiversité. Imaginez également l'impact des monoplantes sur la biodiversité. Les grands animaux, les petits animaux. Dans la monoculture, rien ne change spécialement. Ce qui est véritablement bénéfique pour ce qui est de la monoculture, nous nous sommes rendus compte que, parce que c'est de plus en plus émergent, ce sont les insectes. Vous créez la monoculture, vous créez des centaines et des milliers d'hectares, vous créez, vous avez des plantes, des champs de façon extensive, sans aucune différence pour ce qui est de la forme végétale, et vous créez l'environnement parfait pour les insectes. Alors voilà comment généralement il y a même des races qui sont déjà extinction, c'est-à-dire en voie de disparition. Donc les agronomes pourraient réduire totalement les plantations, certaines plantations. Pareil pour le café, pareil pour beaucoup d'autres produits ou monoculture. En revenant à l'insecte, donc, que veut dire cette diapositive ici? Ceci voudrait dire que Ocean, ils ont décidé de comprendre exactement ce que signifie mettre un produit sur le marché, un produit nourri à l'insecte. Et voilà, donc, le résultat est évident. Poisson nourri à l'insecte. Alors, le supermarché, ils ont décidé d'avoir plusieurs types de poissons pour leurs clients. Et les résultats étaient que le poisson était simplement plus sain. Le plus souvent, lorsque nous allons au supermarché, nous ne voyons pas la tête du poisson. Elle est coupée avant le processus de congélation parce que voilà où il y a le plus de difficultés lorsqu'un poisson